Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Michel Duru a été directeur de recherche à l'INRAE et dévoile comment augmenter facilement la quantité d'oméga 3 dans l'alimentation. Il y a 15 ans, Michel a un déclic. En visitant un laboratoire d'alimentation de vaches à Rennes, il réalise que la nourriture des vaches influence la composition du lait et par conséquent notre santé. Il oriente ses recherches vers les liens entre agriculture, alimentation et santé, permettant de comprendre que la manière dont les animaux sont nourris, herbes versus maïs soja, influence non seulement la qualité du lait, mais aussi la santé humaine. Nourrir les vaches avec de l'herbe augmente les oméga 3 dans le lait, ce qui réduit les risques de maladies inflammatoires. Un changement dans les pratiques agricoles peut transformer non seulement la santé des animaux, mais également améliorer notre santé. Dans ce dernier épisode de Nut Talk, Michel me dévoile quels sont les liens entre l'alimentation animale et notre santé, et comment faire des choix permettant d'améliorer son alimentation. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Eh ben bonjour Michel, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Mehdi, ça va bien, merci. Michel, tu es directeur de recherche à l'INRAE et membre du conseil scientifique. Est-ce que tu peux d'abord déjà te présenter pour expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie, dans ton travail pour les auditeurs? Eh bien, alors, je suis ingénieur agronome et j'ai fait ma carrière à l'INRAE, donc ça veut dire l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Donc actuellement, je suis retraité, mais chargé de mission, donc je continue à travailler. Voilà, et sur toutes ces grandes questions. Je suis au conseil scientifique d'un mouvement qui s'appelle PADV, qui veut dire pour une agriculture du vivant. C'est une forme d'agriculture émergente dont on aura l'occasion de donner les détails dans le cours de l'entretien. Oui, tout à fait, ouais, on va en parler. Mais moi, j'aimerais savoir déjà pourquoi tu t'es orienté sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui t'anime à la base? Alors, au départ, je suis agronome, mais mon travail de recherche qui m'a été défini au départ, il y a plus de 40 ans, c'est sur les prairies et l'élevage. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les prairies de montagne. Mais il m'est arrivé une drôle d'histoire il y a 15 ans. Dans la recherche, on s'évalue les uns les autres. Et donc, je visitais un laboratoire spécialisé dans l'alimentation de la vache laitière à Rennes. Et il disait, selon que la vache mange de l'herbe ou du maïs soja, la composition du lait, notamment l'acide gras, n'est pas la même. Et c'est très important pour la santé. Et donc, cette question de santé, c'était un petit peu un prétexte pour leur recherche, qui était de très bonne qualité. Mais je me suis dit, pourquoi à l'INRAE, on ne va pas aussi jusqu'à l'assiette et la santé? Et de ce jour-là, j'ai changé mes thèmes de recherche. J'ai cherché à comprendre ce qui se passait entre l'alimentation de la vache, la composition du lait, la composition de notre assiette en nutriments, et puis l'impact sur la santé potentiellement. C'est là que je me suis intéressé aux maladies cardiovasculaires, au diabète, à l'obésité, au cancer, aux maladies de Parkinson. Et donc, cette question d'acide gras, qui dépend de la manière dont on mange, de ce que mange la vache, je l'ai élargi après à beaucoup d'autres sujets, parce que les acides gras, c'est une toute petite partie du problème. Et après, bien sûr, les pesticides, les fibres, les fruits et les légumes. Et donc maintenant, j'ai une vision un peu holistique de cette question de l'alimentation en lien avec l'agriculture et aussi l'environnement. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Ça me fait beaucoup penser au travail également de Bleu Blanquer.
qui, eux, créent des produits effectivement avec, toute cette, vue un peu, de il faut nourrir correctement l'animal pour avoir le plus, d'oméga 3 possible. Oui. Ben, c'est à ce moment-là que je les ai découverts, juste après cette anecdote, et j'ai commencé à étudier un petit peu ce qu'ils faisaient, et je suis maintenant d'ailleurs dans leur conseil scientifique. Et c'est vraiment une approche extrêmement intéressante, puisqu'on va du champ à l'assiette, voire à la santé, quoi. Et ça montre qu'il y a des portes de sortie par rapport aux crises que nous vivons. Vous savez, l'élevage, on va en discuter, mais c'est un sacré problème pour la planète, un peu pour la santé. Et là, on a des moyens, en changeant le mode d'alimentation des animaux, que ce soit les vaches, les cochons ou les poules, de changer la composition des œufs, de la viande et du lait. Et ça impacte directement notre santé si on choisit ces aliments. Et c'est quelque chose qui est prouvé. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous voulez un petit peu plus, en connaître sur Bleu Blanc Cœur, j'ai, interviewé, Nathalie Kerwas, sur, le Nut Talk, c'est l'épisode, numéro 17. Donc, vous pouvez aller, écouter cet épisode qui est hyper intéressant de, comment ils ont, depuis 20 ans, fait évoluer, cette, nourriture qu'on donne aux animaux pour créer des produits, Mm, plus riches en oméga 3 pour la santé. mm. Alors, il faut rappeler que les oméga 3, ils ont une fonction anti-inflammatoire pour notre organisme. Et justement, selon la manière dont on élève les animaux, dont on les nourrit, que ce soit les vaches ou les poules ou les cochons, ben, les produits qui en sont issus ont une fonction anti-inflammatoire sur notre organisme, donc sont bénéfiques à notre santé, ou au contraire ont une fonction inflammatoire. Donc il ne s'agit pas de dire il ne faut pas manger, ou on peut manger des produits animaux, il faut choisir des produits animaux qui ont une fonction anti-inflammatoire. Et ça, c'est dû au fait que les produits, alors bleu blanc cœur, ou plus largement pour les ruminants, donc pour les vaches qui sont nourries à l'herbe, on a des produits qui sont riches en oméga 3. Donc, et les oméga 3 ont une fonction anti-inflammatoire pour notre santé. Et comment on fait, pour savoir, si, l'animal il est nourri correctement ou pas? Est-ce qu'il y a des labels, des choses qui sont mis en place, donc en plus de Bleu Blanc Cœur? Alors, bleu blanc cœur, c'est un label donc, qu'on retrouve pour essentiellement le lait, les produits laitiers, les œufs, la viande de porc et de volaille. Et ça, c'est tout à fait rigoureux. Et donc, c'est un moyen d'orienter les choix de consommation. Par contre, pour une vache qui est nourrie à l'herbe toute l'année, ça, la composition de son lait est à peu près le standard de bleu blanc cœur, sans forcément rajouter de lin, parce que le bleu blanc cœur, ça consiste à rajouter du lin. Ça, c'est incontournable pour les porcs et les volailles, mais pour les vaches ou les moutons, on peut donner de l'herbe aussi. Malheureusement, il n'y a pas en France de label élevage ou vache, par exemple, ou moutons nourris à l'herbe. Donc il y a un moyen indirect pour le consommateur pour s'y retrouver. S'il ne prend pas de produits blanc cœur, ben, c'est de prendre des produits issus de l'agriculture biologique. Je pense au lait, au yaourt et au beurre. Donc le lait, les yaourts entiers notamment, et le beurre contiennent des matières grasses. Et les éleveurs qui sont en agriculture biologique, pour des raisons d'éthique et d'économie, nourrissent les animaux à l'herbe, les vaches à l'herbe. Donc c'est un moyen, si vous prenez du beurre bio, du lait bio, des yaourts bio, ils seront riches en oméga 3 pratiquement autant que les produits blanc cœur. Par contre, s'agissant des volailles et des porcs, le pâturage n'est généralement pas utilisé, ça reste marginal. Donc pour avoir des produits enrichis en oméga 3, il faut prendre des produits issus de la filière bleu blanc cœur. Ouais, effectivement et puis pour la viande, le porc là tu disais, de mémoire, j'ai plus les chiffres en tête, de l'élevage, qui est, en élevage intensif. Heu, mais du coup, alors je vais dire la phrase un peu que j'entends souvent, «Alors on mange plus rien dans ces cas-là». Bien si, il y a de la place pour manger de. Alors, parlons de viande par exemple. Euh, à la fois pour notre santé et pour la planète, il faut en manger raisonnablement. Je rappelle qu'en prenant les données officielles du Plan national nutrition santé, un tiers des Français consomment trop de viande rouge, plus de 500 grammes par semaine. Ça inclut tout ce qui est bœuf, mouton et le porc. Et deux tiers des Français consomment plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Et
En fait, il vient de sortir un rapport récemment, il y a quelques 2 ou 3 semaines, qui est piloté à la fois par la Société française de nutrition et le RAC, le réseau Action Climat, qui recommande de ne pas dépasser 500 grammes de viande par semaine en incluant le poulet. Parce qu'actuellement, on en est à, je crois, 700 ou 800. Donc, en gros, il y a une convergence pour dire qu'il faudrait diviser la consommation de viande par deux. Mais, quitte à manger de la viande, il faut choisir la meilleure viande. Donc, soit de la viande, je parle de porc, volaille ou fait à l'herbe, ou complémentaire en lin, et pas la viande lambda, quoi. Et les personnes, je les entends déjà, on va te dire, mais ça coûte cher. Donc moi, je ne suis pas en capacité d'acheter des produits d'aussi bonne qualité. Oui, alors déjà, il y a 2 choses. Les produits meubles en cœur, par exemple, le surcoût pour les œufs, je ne l'ai plus en tête, mais il est vraiment minime. C'est quelques centimes par œuf. Euh, Ensuite, comme la viande coûte cher, il faut en consommer moins déjà. Et puis pour le bœuf, c'est très important parce que vous avez des morceaux nobles, comme le steak, le rump steak, la côte de bœuf, qui sont très chers. Et il y a des morceaux moins nobles qu'on fait bouillir pour le pot-au-feu. Et donc, manger une diversité de morceaux de viande de bœuf, c'est bien pour le porte-monnaie, mais surtout, c'est bien pour la filière. Parce qu'actuellement, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a une surconsommation de steak haché, de burgers. Et les burgers sont faits avec les moins bons morceaux, et on n'en a pas suffisamment en France. On les importe d'Allemagne, avec les vaches de réforme, donc les vaches qui ont terminé leur carrière. Donc, manger tous les morceaux bruts, il n'y a pas que du steak haché, pas que des burgers, c'est très intéressant pour la filière, et ça permet de réduire les coûts, parce que c'est des pièces qui sont moins chères. Oui, et puis la différence entre un burger et un steak haché, enfin, de mémoire, quand la viande, c'est marqué dessus burger et c'est même pas écrit steak haché, on a Oui. moins de 50 de viande dedans, il me Oui, semble. après, il y a de tout ça. C'est un domaine que je connais moins bien, ça. Mais... Ouais. Non, mais c'est pour montrer comme quoi c'est bien beau de prendre de la qualité, Hum, vraiment inférieure, mais au final, hum. on fait que se nourrir et se remplir, mais au niveau de la santé et même au niveau de la durabilité, en fait, on en est vraiment très, très Ah non, loin. tout à fait. Et pour toi, du coup, c'est quoi bien manger? Est-ce qu'il suffit juste, de manger de la qualité ou est-ce que ça englobe quelque chose d'un Non, peu c'est plus beaucoup plus vaste? complexe. Alors au départ, c'est pas ma spécialité, mais comme j'ai raconté, à partir de l'anecdote que j'ai vécue il y a 15 ans, j'ai commencé à étudier la relation entre ce qu'on mange et puis les maladies chroniques non transmissibles, diabète, cancer et autres, voire notre sensibilité aux maladies infectieuses comme la Covid. Et ce que j'ai compris, c'est complexe et c'est multifactoriel. Mais il y a un moyen, c'est simple, pour mettre en relation ce qu'on mange et la santé, c'est de s'intéresser à l'interface. Et l'interface entre ce qu'on mange et la santé, pour beaucoup, c'est notre microbiote intestinal. Il faut savoir qu'on est habité par plus de cellules, enfin plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps, et que si nous, humains, nous sommes ingénétiquement issus d'un père et d'une mère, les microbes sont très diversifiés d'un point de vue génétique. Donc on est habité par, en fait, nous sommes tout petits au regard de ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui est à l'intérieur de nous, ces microbes, ils peuvent jouer le rôle d'une usine à médicaments, comme une petite pharmacie, à condition d'en prendre soin. Et pour ça, ça se résume en 2 choses. D'une part, qu'est-ce qu'il faut manger pour alimenter ces microbes, de façon à ce qu'ils soient des alliés pour notre santé, et qu'est-ce qu'il faut éviter. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Ben, la première chose qui ressort de la littérature, ce dont les microbes ont besoin, ce sont des fibres. Les fibres, ce sont l'enveloppe des cellules végétales. Donc, on ne les trouve pas dans les produits animaux. On les trouve surtout donc dans les céréales complètes, les légumineuses et certains légumes. Et ça, c'est le carburant de microbiote. Si les microbes n'ont pas de carburant, ils ne peuvent pas fonctionner. Et ce qui est alarmant, c'est que l'ANSES dit bien, il en faut 30 grammes par jour. Mais qu'en fait, en France, on n'en a même pas 20 grammes. 95% des Français et des Françaises ne sont pas au niveau des recommandations. Donc, on se met déjà en défaut par une alimentation classique.
La deuxième chose, ce sont les oméga 3, donc ces fameux acides gras à longue chaîne que l'on ne fabrique pas et qui ont une fonction inflammatoire, donc qui nous permettent, ou qui réduisent les risques d'avoir toutes les maladies que j'ai citées. Et la troisième chose, ce sont les antioxydants, dont notre alimentation est déficitaire et qu'on trouve beaucoup dans les fruits et légumes. Alors les oméga 3, je rappelle, il y a ceux qui sont dans les produits végétaux, c'est l'acide alpha-lénolénique, mais ce qui est important pour notre système immunitaire et le cerveau, c'est les produits métabolites de cet acide alpha-lénolénique qu'on trouve dans les produits végétaux, comme dans l'huile de colza par exemple. Mais on n'est pas forcément bien équipé dans notre corps avec l'enzyme qui permet de transformer cet acide alpha-lénolénique en DHA-EPA. L'autre voie, ce sont les poissons gras, comme les sardines, par exemple les maquereaux, ou bien les produits animaux, type blanc cœur. Donc, ce qui est important, les fibres, les oméga 3, les antioxydants, mais 90% d'entre nous, c'est les statistiques de l'Agence de santé, n'avons pas les niveaux requis. Ça, c'est ce qu'il faut donc augmenter. Et ce qu'il faut réduire, il y a trois choses. Il y a l'exposition aux polluants. Alors, il y a les métaux lourds. Donc, tout le monde connaît le mercure qu'on trouve dans les gros poissons gras type saumon. Mais de plus en plus, on parle du cadmium, qui est aussi nocif que le mercure et qu'on trouve beaucoup dans les céréales, dans l'agriculture conventionnelle. En fait, le cadmium provient de mines de phosphate du Maroc, qui est très riche en cadmium. Donc, on s'approvisionne là plutôt qu'en Russie, c'est peut-être mieux, mais on ne met pas tous les moyens pour éliminer au moins une partie de ce cadmium. Et donc, nous sommes en situation un peu de crise en France depuis quelques mois, à savoir que nous sommes, pour la moitié d'entre nous, exposés à des doses qui dépassent les recommandations. Donc, les métaux lourds à éviter, il y a les pesticides. Alors, bien que 97% des aliments soient conformes aux recommandations sur les résidus admissibles, en fait, nous en ingérons des cocktails, et ça modifie aussi notre microbiote. C'est-à-dire que ça l'appauvrit, et on les retrouve dans les urines. Et ce qu'on sait maintenant par la grande enquête Nutrinet Santé, pilotée par l'INSERM et l'INRAE, c'est que les personnes qui mangent plus bio sont moins exposées aux pesticides. Il y en a moins dans les urines. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les pesticides, les résidus, on les trouve dans les produits végétaux et pas les produits animaux. Donc, quand on adopte un régime qui est plus végétalisé, avec moins de produits animaux, il faut manger plus bio, sinon non, exposer plus aux pesticides. Et puis la troisième chose, ce sont les aliments ultra transformés, dont mon collègue Anthony Fardet a déjà parlé, je pense. Il faut savoir qu'en France, c'est 1/3 des calories. Et ça, ce n'est pas bon non plus pour le microbiote. Donc la chose est simple. Il y a 3 grandes catégories d'aliments ou de nutriments qu'il faut augmenter. Les fibres, donc c'est les céréales complètes, les légumineuses, fruits et légumes. Les oméga 3, c'est un peu l'huile de colza, mais beaucoup les poissons gras et les produits type le blanc cœur. Et puis ce qu'il faut réduire, c'est aller plus vers le bio et faire attention justement aux produits contenant des métaux lourds. Ouais, c'est hyper clair. Mais maintenant, une personne qui n'a pas l'habitude de consommer ce genre de produit, c'est difficile pour elle de changer du tout au tout du jour au lendemain. Par quoi est-ce qu'elle pourrait commencer pour modifier un minimum son alimentation, pour essayer de manger déjà plus sainement, aussi bien pour elle, mais aussi bien pour préserver un peu l'environnement? Alors déjà en préalable, pour préserver l'environnement, le premier facteur, c'est de manger moins de viande. Moi, je précise, je ne suis pas végane, pas végétarien, donc je suis un scientifique, mais on doit faire attention, quoi, voilà ça. Et donc, l'ordre de grandeur que j'ai donné, 500 grammes de viande par semaine, donc 70 grammes par jour, y compris la charcuterie, y compris le poulet, c'est un ordre de grandeur vers lequel il faut tendre, quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que même pour moi qui suis un peu un privilégié de la connaissance, ça n'a pas été simple. Et donc, il faut y aller pas à pas.
euh, manger plus régulièrement des fruits et légumes de saison pour pas augmenter le coût. Mais par exemple, je vais prendre le cas du pain. Donc, quand j'ai su que c'était fondamental de manger des céréales complètes, donc j'ai pris du pain complet. Mais c'est quand j'ai compris que quand on prend du pain complet, on est plus exposé aux pesticides. Pourquoi? Parce que le pain complet, on conserve l'enveloppe de la graine et c'est là que se concentrent les pesticides. Donc, si on veut manger plus meilleur pour la santé, c'est-à-dire plus de fibres, donc plus de pain complet, il faut qu'il soit bio. Sinon, on résout un problème, mais on en crée un autre. On fait que déplacer, quoi. Et donc, ça se fait pas à pas. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits et légumes, effectivement, si on prend bio, il y a des coûts supplémentaires, mais ce qu'il faut retenir, c'est simple. Ce qui est important, le bio, c'est ce qu'on consomme très souvent. Le pain, j'en consomme 3 fois par jour, donc c'est fondamental. Par contre, les asperges, puisque c'est la saison maintenant, j'en consomme 10 fois par an, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Un autre exemple, il y a des fruits qui sont très traités, comme les pommes, c'est 30 traitements par an, à peu près en moyenne. Donc il faut être extrêmement vigilant si on en mange beaucoup. Par contre, les kiwis, c'est très peu traité. Donc qu'ils soient bio ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc il faut apprendre à tout décoder progressivement. Et après, ça devient passionnant parce que c'est comme un peu un roman policier, c'est-à-dire qu'on écrit l'histoire, on découvre de nouvelles choses, donc on favorise certaines choses. Donc il y a un apprentissage que je fais. Ça devient très simple et ça fait du sens parce qu'on sait pourquoi on élimine certains aliments ou nutriments et pourquoi on privilégie d'autres. Et ça, c'est extrêmement stimulant. Je reviens sur ce que tu as dit par rapport à la réduction de la viande, parce que on a pas mal d'auditeurs qui sont sportifs, et quand on est sportif, on sait qu'on a besoin d'un peu plus de protéines, et la protéine, on les trouve dans les viandes. Donc, pour un sportif classique, on va dire qu'on doit être entre 1,8 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as dit 500 grammes de viande par semaine. Mais si on a besoin de plus de protéines, on peut aller, où est-ce qu'on peut aller les trouver? On peut les Ouais. trouver dans d'autres produits? Alors, 500 grammes, c'est un ordre de grandeur voilà, moyen. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, notre consommation de protéines elle dépasse de loin les recommandations. Les besoins, c'est 0,8 grammes par kilo de poids corporel. Donc, je pèse 70 kilos, 7 fois 8, 56 grammes par jour. Et la consommation est de 1,4, au moins 40-50%. Et les recommandations, c'est intermédiaire. C'est-à-dire, c'est à peu près 1 gramme, on prend des précautions. Mais de toute façon, on est quand même 20 ou 30% au-dessus. Donc, pour les personnes, entre guillemets, ayant une activité normale, on est vraiment au-dessus et ce n'est pas justifié pour la santé. Même ça peut être nocif si c'est certaines formes de viande ou de charcuterie. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 catégories de personnes pour qui on est amené peut-être à gonfler un petit peu, augmenter ses recommandations. Donc, je pense au très jeune âge et les personnes âgées, et puis ceux qui ont une activité particulière comme les sportifs. Alors, l'avantage des produits animaux, c'est qu'ils sont extrêmement concentrés en protéines. Ceci dit, il y a les teneurs des lentilles, c'est à peu près la même chose, hein. C'est autour de 20% aussi. Par contre, il faut plus de quantité pour avoir le. Voilà. Donc après, je ne suis pas spécialiste, donc il faut tolérer, enfin, donc il faut prendre ces valeurs cibles comme des données générales, et après il faut savoir adapter. Mais comme tout le monde n'est pas un sportif de haut niveau, donc il faut globalement pour la population entre 15-20 ans et puis 60 ans, il y a quand même un problème en France Ouais. Ah là, et mais en je trouve que c'est Europe. important de le dire, ouais. Ouais, tu as bien raison. Heu, J'aimerais revenir au niveau de l'agriculture. Mm. Aujourd'hui, on vit un peu une crise agricole. Mm. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, c'est une longue histoire. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, nous n'étions pas autosuffisants, mais nous ne le sommes pas non plus, nous on verra tout à l'heure. Et donc, il y a eu un encouragement à industrier l'agriculture. Et l'industrialisation de l'agriculture, ça a consisté bien à apporter des engrais de synthèse, parce que la fabrication de l'azote, c'est né justement à partir de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que pour avoir de l'azote, parce que les plantes ont besoin d'azote pour pousser, c'était essentiellement les légumineuses qui fournissaient l'azote. Je m'explique, on cultivait par exemple de la luzerne pour les vaches,
On cultivait des pois ou des lentilles pour nous. Et ces plantes ont la propriété de fixer l'azote de l'air à partir de bactéries qui sont situées près des racines. Donc ces plantes sont autosuffisantes en azote et en plus, elles fournissent de l'azote à la culture suivante. Parce que si je récolte la lentille, il reste les tiges et puis surtout, il reste les racines qui sont enrichies en azote aussi. Et quand ces racines se décomposent, elles fournissent de l'azote, par exemple, à la culture de blé qui va suivre. Donc ça a quasiment disparu depuis les années 60 en France. Il n'y en a plus pratiquement. Que ce soit pour nourrir le bétail ou pour nourrir nous-mêmes. Et au fur et à mesure aussi, on a simplifié les systèmes de culture, c'est-à-dire qu'on n'a plus fait de rotation avec 4 ou 5 cultures. En France, le système dominant, c'est une céréale type le blé, qui est suivie d'une autre culture, soit le tournesol, soit le colza, pour faire notamment des agrocarburants, soit le maïs, essentiellement pour le bétail. Donc il s'est fait tout un engrenage où progressivement, alors il faut savoir, quand on simplifie les systèmes de culture, quand on passe de 10 cultures qui se succèdent d'une année à l'autre, on a besoin de plus de pesticides parce que les cultures deviennent plus malades. Parce qu'on a quelque chose qui est homogène. Il faut savoir que 90% de la surface de la France en culture annuelle, donc j'enlève les arbres et les vignes, c'est 4 cultures. Le blé, le colza, le maïs et le tournesol. C'est pas de la monoculture, mais ça s'en apparente. Et donc maintenant, on sait d'un point de vue de l'écologie que quand on simplifie à tel point les systèmes de culture, le recours aux pesticides est obligatoire. Et quand on supprime les légumineuses, le recours à l'azote de synthèse, donc qui va conduire aux marées vertes ou au dérèglement climatique, est obligatoire. En même temps, on a mécanisé, donc on a agrandi les surfaces. Et ce qu'il faut savoir, quand on agrandit les surfaces au-delà de 5 hectares, je pense à la surface d'une parcelle, en supprimant les haies, on n'a plus ce qu'on appelle des régulations biologiques. Je m'explique. La coccinelle, par exemple, elle est connue pour manger les pucerons. C'est ça la régulation biologique. Mais pour que la coccinelle existe, il faut qu'elle ait le gîte, l'abri donc, et le couvert, donc pour manger, aux 4 saisons de l'année. Et pour qu'elle ait le gîte et le couvert aux 4 saisons de l'année, il faut qu'il y ait des haies, il faut qu'il y ait une diversité de cultures, et pour que les effets de la coccinelle sur le puceron se manifestent, il faut des parcelles pas trop grandes. Parce qu'il y a des distances à respecter maximum entre le puceron et la coccinelle. Donc je parle du puceron et la coccinelle, mais il y a de multiples exemples comme ça. Donc le fait, c'est la concomitance donc, de l'agrandissement des parcelles, de la simplification des systèmes de culture, accompagné de la mécanisation, des engrais, des pesticides, qui fait qu'on arrive à une impasse, en quelque sorte, où il y a énormément de ce qu'on appelle d'externalités négatives, à savoir qu'il y a pollution des sols, pollution des eaux, effondrement de la biodiversité, dérèglement climatique. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer déjà la biodiversité? Et au final, si je comprends bien sur tout ce que tu as expliqué, si on améliore les cultures, finalement, en bout de course, on améliore aussi notre santé. Oui, alors, là, il faut bien distinguer le monde végétal et le monde animal. Donc, j'ai déjà parlé des animaux, je vais parler des végétaux. Alors, aujourd'hui, on a un carrefour parce qu'il y a deux courants. Il y a ce que dit la science et il y a ce que font les politiques. Et on voit bien ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il y a un écart ou un divorce entre les deux. Ce que dit la science, c'est qu'il faut réincorporer de la diversité dans les cultures, dans les paysages. Parce que lorsqu'on fait ça, on donc crée le gîte et le couvert pour les ennemis naturels des cultures. Et surtout, on augmente la diversité dans les sols, la diversité des microbes, des vers de terre. Et donc la biodiversité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas simplement quelque chose à conserver parce que c'est bien, c'est parce que la biodiversité est utile pour produire. Et donc tout l'enjeu actuellement, ça serait de remplacer une partie des intrants de synthèse, donc le pétrole du tracteur, les pesticides, les engrais. Je rappelle que pour fabriquer 1 kilo d'engrais, il faut 1 kilo de pétrole, 1 litre de pétrole, qui vient ou le gaz russe. Voilà. Donc vous voyez, tout est lié comme ça.
eh bien, on peut remplacer tout ou partie de ces intrants extraterrestres par la biodiversité, quoi. Tout à l'heure, je disais que les microbes de notre intestin étaient des alliés pour notre santé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les microbes du sol sont des alliés de la santé des plantes. Et donc, en termes de pesticides, si on veut s'en passer, ben, ce qu'il faut, c'est favoriser la vie microbienne du sol. Et il faut aussi des paysages diversifiés pour qu'il y ait le gîte et le couvert, hein, pour la coccinelle qui va manger le puceron, quoi. Donc ça, c'est ce que dit la science. Mais les politiques, elles ne s'appuient pas sur la science actuellement. Et on l'a vu dernièrement. Les politiques disent, OK, il y a un problème, mais on a 3 technologies qui vont nous permettre de le résoudre. Il y a la génétique, effectivement, quand on sélectionne des plantes, elles vont être moins sensibles à telle ou telle maladie. Ils disent aussi, il y a la robotique et il y a le numérique. Donc, par les connaissances qu'on a sur les sols, sur la réaction des plantes, on va arriver à mettre le bon produit au bon moment, à la même dose. Et ça, c'est vrai. Sauf que, quand on fait ça, on sait qu'on va réduire les impacts négatifs, mais de 10-15%. Mais les enjeux sont tels que ce n'est pas suffisant. Et donc, tant qu'on met la charrue avant les bœufs, et donc ce qui se dessine dans la science, si je résume, c'est de dire, d'abord, on développe la biodiversité dans les plantes, on associe par exemple un blé, une lentille, on fait des successions de cultures longues, avec des graminées, des légumineuses, tout ce qu'on veut, et on complète par les technologies de la génétique, du numérique et la robotique. Et donc, d'après la science, dans l'agriculture du futur, c'est d'abord la biodiversité et les technologies viennent après. Or, le choix politique, je caricature un peu, mais c'est ça, c'est de dire la biodiversité, on en parle, mais on ne fait rien. Par contre, on met en avant tout ce qui est robotique, numérique et génétique. Et Et je pense que c'est est-ce une erreur fondamentale. est-ce que tu as une idée de pourquoi ils partent sur ce postulat-là? Pourquoi, la biodiversité, ils la mettent de côté? Est-ce que c'est parce que c'est pas un sujet intéressant? Pour quelle raison? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Bon, déjà, une première excuse, si je puis dire, c'est que ces connaissances sont assez récentes. Mais ce n'est pas une excuse suffisante. Ensuite, c'est que c'est complexe. Parce que ce qu'il faut faire avec la biodiversité, ça va dépendre des situations de sol et de climat. Si je me trouve en Bourgogne, en Bretagne, en Occitanie, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes sols, ce n'est pas le même climat. Et après, ça va dépendre même de ce qu'on appelle l'histoire culturelle de la parcelle. Dire qu'est-ce qui s'est passé sur la parcelle concernée depuis 5, 10 ou 15 ans. Et donc, c'est une agriculture du sur-mesure. Première explication. Deuxième explication, c'est qu'il n'y a pas trop de business derrière. C'est du conseil, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas trop de technologie, ça ne les exclut pas, mais ce n'est pas ce qu'il y a à mettre faire en premier. Et donc, comme il n'y a pas de business, il n'y a pas de lobby pour faire ça. Il y a des lobbies pour développer la génétique, vous savez, toutes les nouvelles technologies de génétique, les pseudo-OGM, tout ça. Pour la robotique, le numérique, il y a plein d'agro-industries qui sont présentes sur le terrain pour faire des lobbies, du lobbying. Par contre, pour la biodiversité, comme c'est quelque chose de diffus, qui est variable d'un endroit à l'autre, il n'y a pas de lobby pour la biodiversité. Ouais, finalement, il serait plus simple de développer un procédé applicable partout, pour, Mais, ce genre mais d'industrie, quoi. l'écologie, c'est pas ça, l'agroécologie, c'est pas ça, malheureusement. Et est-ce qu'on pourrait nourrir tout le monde avec, le procédé que tu nous as expliqué? Est-ce qu'on pourrait nourrir les 10 milliards de personnes, en 2050 ou, Oui. Alors, il y a eu plein d'études, c'est-à-dire au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français. Alors, ce qu'ils ont comparé, c'est ce qui se passe actuellement avec l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Alors, ce dont on parlait avant, ce n'était pas que l'agriculture biologique, c'était l'agriculture agroécologique. Donc, on y viendra après, hein, sur ce que c'est que l'agriculture agroécologique. La réponse, quand on compare agriculture conventionnelle et agriculture biologique pour nourrir le monde, est-ce qu'on peut nourrir le monde?
en 2050? La réponse est oui, de ces 3 types d'études. Oui, mais à 3 conditions. Je vais me limiter à la France et à l'Europe. Les 3 conditions sont: premièrement, il faut limiter le gaspillage alimentaire. Bon, tout le monde est d'accord. Actuellement, on estime que c'est 30 bon, faut passer à 15. La deuxième condition, c'est de réduire la quantité de viande consommée, de produits animaux. Ça revient à ce qu'on disait en début d'entretien. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'on sait maintenant depuis une dizaine d'années, de manière extrêmement fiable dans la science, c'est que la quantité, la surface qu'il faut pour produire 100 grammes de protéines, eh bien, elle est très différente entre une légumineuse comme la lentille, le pois chiche, entre de la viande de porc ou de poulet et de la viande de bœuf. Entre la lentille, le pois chiche et la viande de bœuf, c'est un facteur 10 à peu près. Entre la lentille et puis le poulet et le porc, c'est un facteur 5. Donc plus on mange de viande, plus il faut de surface pour se nourrir. Je vais l'illustrer dans le cas de la France. Actuellement, la France, c'est 28 millions d'hectares cultivés. On importe beaucoup, on exporte beaucoup, mais en gros, on consomme 25 millions d'hectares. On exporte un petit peu plus que ce qu'on importe. Si tout le monde mangeait comme le 5e de la population française qui mange le plus de viande, il ne ferait pas 26 millions d'hectares ou 27, je ne sais plus ce que j'ai dit, 25 ou 26. 25 et 28. Ouais, 27. Il en ferait 35 millions d'hectares. Si toute la population française était comme ceux qui consomment le moins de viande, sans être véganes et végétariens, 17 millions d'hectares suffiraient. C'est incroyable. Et ces ordres de grandeur, on peut les corriger à la marge, mais ils ne sont pas contestables. C'est de la science. Donc, nourrir le monde, oui, c'est possible si on réduit le gaspillage. Deuxième condition, c'est baisser la consommation de viande. Et troisième condition, il faudrait recycler l'azote de nos urines. En Europe, si je prends un Européen moyen, pour se nourrir, on met 40 kg d'azote dans les champs, de l'engrais azoté pur, par personne et par an. On en consomme 6 kg. Le reste, ça part partout. Et plus on consomme de produits animaux, plus il y a de fuites dans l'eau, dans l'air et dans les sols. Et donc, si on réduit un peu la production, la consommation de produits animaux, au lieu de consommer 6 kg d'azote sous forme de protéines, on va en consommer 5, 20% en moins. Et puis surtout, il y aura beaucoup moins de fuites entre l'engrais qu'on apporte et puis ce qui arrive dans notre assiette. Les fuites, je rappelle, c'est le nitrate qui vont donner les marées vertes, par exemple, et c'est le protoxyde d'azote. C'est un gaz à effet de serre qui est très puissant, 300 fois plus puissant que le CO2. Et puis, il y a de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est l'élevage qui est le principal émetteur. On en parle très peu. Mais cet ammoniac est un précurseur des particules fines qui génèrent les maladies pulmonaires respiratoires. Donc, on voit, alors ça, c'est à la louche, mais il y a 3 ou 4 types d'études qui convergent, des études indépendantes à différentes échelles. Et après, on peut encore aller plus loin en prenant des élevages plus vertueux du type bleu-blanc-cœur, parce que c'est pour l'élevage, on compare l'élevage conventionnel à l'élevage biologique, mais par exemple, des porcs bleu-blanc-cœur, c'est meilleur, ou des poulets, c'est meilleur pour la santé qu'un porc lambda, puis il y a même moins de gaz à effet de serre, donc on peut aller plus loin encore pour la santé et pour réduire les impacts. Et puis on peut faire de l'agriculture agroécologique qu'on appelle régénératrice. Je n'ai pas encore utilisé le terme, pour aller encore plus loin que le bio. Donc on voit que déjà, avec ce qu'on connaît, on sait qu'on peut nourrir le monde, l'Europe et la France, avec une agriculture agroécologique qui est sur le bon chemin, mais qui n'est pas forcément la forme encore la plus aboutie de l'agroécologie. Alors, du coup, ça tombe bien, la transition est toute faite. C'est quoi l'agroécologie? Alors l'agroécologie, c'est miser sur la production, sur la biodiversité pour les cultures, c'est ce que je vais détailler. Et pour l'élevage, je le ferai après, c'est sur le lien au sol de l'élevage. Alors, tout ce que j'ai dit sur la biodiversité tout à l'heure, c'est fondamental. Il faut diversifier les plantes, les paysages et la biodiversité dans le sol.
Le problème, c'est que dans la vraie vie, il y a 3 facteurs qui s'opposent à cela, donc qui contrecarrient tout ça. C'est, les excès, d'utilisation de pesticides. Ben, c'est sûr qu'on tue des bons insectes, tout ça, d'engrais azotés et l'excès de travail du sol. Alors, le travail du sol, je précise, quand on cultive, des plantes, généralement on laboure, puis après on fait des travails, superficiels, pour casser les mottes et avoir quelque chose de très fin qu'on appelle le lead summit pour que ça pousse. Le problème, c'est quand on laboure, on casse les galeries de vers de terre, donc on casse leur habitat, ça leur est préjudiciable, et qu'on casse aussi, on perturbe tout du moins beaucoup la vie biologique. Je vais prendre le cas des mycorhizes. Les mycorhizes, c'est des champignons filamenteux, très longs, qui arrivent aux racines, et leur intérêt, c'est qu'ils permettent de capter de l'eau et du phosphore à distance des racines, et donc ils alimentent les plantes. Et mieux que ça, ils les protègent contre les bioagresseurs. Donc l'agriculture agroécologique, c'est à la fois, c'est tout miser sur la biodiversité et réduire autant que possible pesticides, engrais azotés et travail du sol. Prenons le cas de l'agriculture biologique, c'est parfait pour, parce qu'on supprime les engrais azotés de synthèse et les pesticides. Le problème, c'est qu'on conserve le travail du sol, et le travail du sol pour détruire les mauvaises herbes, mais lui, il n'est pas bon pour la vie biologique du sol. Donc c'est ce qui me faisait dire que l'agriculture biologique, c'est très bien, mais ce n'est pas encore le top de l'agroécologie. Et donc, il faut aller vers ça. Et c'est ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. Simplement, c'est un mot valise que s'approprient beaucoup d'industriels, et ça peut être le meilleur comme le plus atroce greenwashing. C'est pour ça qu'il faut vraiment définir. Le terme en lui-même n'est pas stabilisé. Il faut vraiment détailler le contenu un petit peu comme je viens de le faire. Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite en tête. Du coup, tu parles d'agroécologie, donc de faire attention au sol, et cetera. Est-ce que les agriculteurs qui mettent en place ce système, eux, ils arrivent à vivre mieux qu'une agriculture conventionnelle, ou au final, ils ont 2 fois plus de travail et ils arrivent à moins bien en vivre? Alors déjà, il faut parler. Bon, alors, ça dépend beaucoup du contexte économique. Et durant les 20 dernières années, il y a eu une expansion assez régulière de l'agriculture biologique et des agriculteurs qui se retrouvaient financièrement. Mais vous savez, avec la situation de crise là, de l'inflation, la consommation de produits biologiques a décliné au point que il y a certains agriculteurs qui font des céréales biologiques, c'est payé au même prix que des céréales conventionnelles, alors qu'il y a un surcroît de travail. Et j'ai appris pas plus tard qu'il y a 2 jours qu'un éleveur laitier, situé là en Ariège, il produit du lait biologique. Sa coopérative le paie plus cher, ce qui est justifié, mais il est mélangé au lait conventionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est mélangé, pourquoi? Parce que le séparer, ça conduirait à un surcoût pour le ramassage ou le stockage. Donc on arrivait à un moment critique où il n'y a plus le moteur de la consommation, ce qui fait que les agriculteurs biologiques sont vraiment pénalisés dans au niveau financier. Alors Ouais, ce les qui semble, industriels, ils cherchent tellement aussi le prix toujours le moins cher que finalement le consommateur, lui également, bah, il veut le prix le moins cher. Donc on oui, en arrive à un stade où on est obligé de faire du bio au même prix que du conventionnel. oui, oui. Puis ce qui ne va pas, c'est que ce qui semble, c'est que les marges sont plus élevées pour pour les distributeurs. Donc qu'un lait bio soit plus cher à acheter à l'agriculteur qu'un lait conventionnel, c'est normal. Et en plus, il a 2 propriétés, ce lait. Sa valeur santé, j'ai décrit, plus d'oméga 3 d'antioxydants. Et en plus, les conditions de production sont meilleures pour l'environnement. Donc c'est normal qu'il soit payé plus cher. Mais comme la marge, c'est des pourcentages, eh bien, la marge du distributeur est encore plus élevée. Il devrait y avoir une marge fixe pour du lait. Enfin, un litre de lait donne lieu à une marge pour le distributeur qui est la même. Donc tout ça, ça amplifie l'effet des surcoûts liés à l'agriculture biologique. Est-ce qu'il y a d'autres défis liés à cette agroécologie, agriculture?
Oui, alors le défi, alors, il y a un défi agronomique parce que l'agroécologie, que ça soit l'agriculture biologique ou ce que j'appelle l'agriculture régénératrice, c'est complexe parce que ça dépend du contexte, c'est-à-dire du lieu, de l'année et de l'histoire des parcelles. C'est la raison pour laquelle un agriculteur seul est complètement démuni. Après, il y a deux types de cas. Donc, il y a la complexité de mise en œuvre, et puis est-ce que les politiques publiques et les industriels soutiennent ou pas ce type d'agriculture. Alors, je vais commencer par ce point. Ben, en fait, les industries se sont conçues sur ce qu'on appelle des économies d'échelle et de gamme. Ce qui veut dire qu'ils recherchent des grosses quantités de produits standardisés, si possible concentrés géographiquement pour limiter toute la logistique, les coûts de la logistique. Et ils cherchent des produits standardisés, c'est-à-dire qui aient des compositions en protéines, un blé qui ait une composition régulière d'une année à l'autre. Mais ça, c'est antinomique à l'agroécologie. Je vais prendre l'exemple du lait d'abord. Un lait, quand il est fait à l'herbe, la vache produit beaucoup de lait au printemps et beaucoup moins en hiver. Mais les industriels, ils veulent du lait toute l'année. Et donc, ils encouragent un lait fait au maïs soja, ce qui est contraire finalement aux bénéfices attendus pour notre santé et l'environnement. Oui, soja Si, qui, rappelons-le, vient principalement du Brésil, si je dis du pas de Brésil, oui. bêtises. Donc, le soja, c'est Voilà, de la déforestation voilà. et ça compte. Bon, alors, il y a plein de choses à dire, mais c'est un autre sujet. Ouais. Ah, mais c'était Alors, je juste prends pour faire un petit oui, rappel oui, quand même un petit important rappel. que. Donc, ça, Ouais. c'est dramatique. Ensuite, l'agroécologie, c'est des associations d'espèces, associées à un blé, à une lentille. Mais quand l'industriel a quand on récolte les graines ensemble, ça ne l'intéresse pas. Il préfère avoir un blé pur et une lentille pure. Alors que l'agroécologie, c'est faire des synergies entre espèces. Donc ça ne marche pas. Un autre exemple, l'agroécologie, c'est pas avoir des successions de deux cultures, comme je le disais, blé, tournesol, blé, colza. C'est d'avoir 4, 5, 6 cultures avec des légumineuses. Mais donc, il faut créer le débouché. Si l'industriel, il prend son blé en Beauce, par exemple, et puis il va chercher sa légumineuse, je ne sais pas, en Pologne, je dis n'importe où. C'est le plus rationnel pour lui du point de vue de la logistique. Il n'a pas envie de se compliquer la vie, avoir des camions supplémentaires, des silos supplémentaires. Donc, en gros, les coopératives qui collectent ou l'agro-industrie, d'un point de vue purement économique, n'a pas intérêt à l'agroécologie. Je vais un petit peu vite, mais c'est vraiment la base. Alors, les choses sont un petit peu en train de changer compte tenu du contexte. Alors ça, c'est le volet industrie. Après, pour le volet agriculteur, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une prise de risque quand on se convertit à l'agriculture biologique, mais l'agriculture agroécologique, parce que l'agriculture biologique, elle est quand même, au moins jusqu'à maintenant, elle était récompensée un petit peu par des primes de la PAC, de la politique agricole commune, mais on sait qu'il y a eu des problèmes, que ces primes ont été réduites, et elle a été aussi récompensée en ayant une meilleure rémunération. Même tout ça, maintenant, on a vu, ça s'est un petit peu cassé la figure. Mais quelqu'un qui fait actuellement de l'agriculture agroécologique, qui n'est pas l'agriculture biologique, il n'a pas de rémunération supplémentaire. Alors, c'est un petit peu en train de changer avec ce qu'on appelle les crédits carbone. C'est-à-dire que cette agriculture agroécologique, notamment actuellement, un des enjeux qui monte en puissance, c'est de séquestrer du carbone dans les sols et faire en sorte que ça soit rémunéré. Donc, il y a tout un marché. C'est-à-dire que les agriculteurs ne vendent pas que leur blé ou leur colza, ils vendent aussi des crédits carbone que les entreprises achètent. Donc, vous savez, c'est à peu près 40 euros, 20, 40 euros la tonne. Donc, c'est pareil, ça peut être le meilleur comme le pire. Il peut y avoir du greenwashing, on peut en débattre. Et c'est pour dire que l'agriculture agroécologique, c'est un petit peu tout ça. Et donc, l'agriculture conventionnelle, c'est en train de s'engouffrer, si je puis dire, dans cette voie de l'agriculture régénératrice. Donc, ça peut être le top, mais ça peut être un petit peu aussi étriqué ou simplement une question de business où, en gros, on couvre le sol en permanence pour pas qu'il y ait de sol nu. Et puis, on est récompensé pour ça parce on séquestre du carbone dans le sol, mais en même temps, on met du glyphosate, on met de l'azote. Bon, ce n'est pas forcément une vision holistique. Mais il peut y avoir une vision holistique de cette forme d'agriculture où, effectivement, on séquestre du carbone et puis on réduit fortement les engrais de synthèse et les pesticides.
Mais pour ça, il faut mettre en place les fameuses pratiques basées sur la biodiversité dont je parlais. Et ça, les grandes compagnies, les grandes agro-industries, en gros, ils sont tout à fait d'accord pour l'agriculteur séquestre du carbone, ça fait une bonne image de marque. Et pour la suppression ou la forte réduction des pesticides et des engrais, on n'en parle pas trop, quoi, ça. Donc il y a la face cachée. Ouais, je vois. Après, c'est vrai que, comme tu le disais, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à se mettre à cette agriculture régénérative. Moi, j'ai interviewé d'ailleurs l'entreprise OMI avec Mmh, Thibaut Chausset, qui, mmh, eux, font effectivement toute une gamme d'alimentation basée sur cette agriculture régénérative. Chers auditeurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est l'épisode 3 du podcast. Allez l'écouter, il est très, très intéressant et les produits OMI sont vraiment de qualité. Alors justement, je n'ai pas écouté cette interview, mais je connais un petit peu OMI et c'est plutôt bien ce qu'ils font. Alors c'est plutôt bien parce qu'ils vont vers ce qu'on appelle une agriculture biologique de régénération. Donc c'est le top, ça allie les atouts de l'agriculture biologique et en même temps les atouts aussi de ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, là. Ouais, et Mais puis ils c'est sont une vraiment 100 et transparents. oui, et l'autre qualité en plus, c'est que avec ces produits qui sont issus d'une agriculture noble, ils font des produits alimentaires qui ne sont pas ultra transformés. Parce que le risque aussi, c'est d'imposer à l'agriculteur de faire des bonnes pratiques et en même temps de se servir de ces matières premières pour faire des produits ultra transformés. Donc, ce qui va être bon pour l'agriculture, la planète et la santé du sol, ça sera mauvais pour notre santé. Et donc, c'est important de couvrir l'ensemble du spectre vers des améliorations du champ à l'assiette. Et beaucoup d'industriels font porter les forces sur les agriculteurs, mais ça ne veut pas dire que leurs produits soient vertueux. Et donc, OMI fait exception. Enfin, en tout cas, est un bon modèle, quoi. C'est vraiment super intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est là, on se rend compte vraiment que l'alimentation finalement, c'est vraiment, comme tu disais au tout début, vraiment un point de vue holistique. Donc, Mmh, on peut faire une agriculture, bien et finalement faire un produit, totalement, pourri mmh, ou mmh, alors, avoir, une agriculture, vraiment pourrie et faire un produit, ah bah, non, le produit sera pourri. Donc finalement, mmh, mmh, il y a qu'un seul chemin à prendre, mais effectivement, il est compliqué et mmh. difficile à mettre en place. Alors, on a parlé un peu des intrants chimiques, des pesticides, de l'azote. Il y a encore peut-être un critère qui est important et qu'on n'a pas parlé, c'est l'eau. Est-ce que, on va finir par manquer d'eau? Est-ce qu'on en a suffisamment pour, l'agriculture agroécologique? Est-ce qu'elle consomme plus d'eau, moins d'eau? L'agriculture agroécologique consomme moins d'eau. Alors, ne serait-ce que le principe, aussi, un des principes que je n'ai pas détaillé de l'agroécologie, c'est quand même d'enrichir les sols en matière organique. Et c'est ce qui est un petit peu le garant de la santé des plantes. Pour qu'il y ait vie biologique dans le sol, il faut qu'il y ait de la matière organique. Pour qu'il y ait de la matière organique, il faut une couverture permanente du sol, en gros, et ne pas tout récolter. Par exemple, si je fais un blé que je récolte en juin-juillet et que je sème un tournesol ici à Toulouse au mois de mai, 6 mois de sol nu, c'est une catastrophe. Et donc, il faut une culture intermédiaire, par exemple une févrole, une légumineuse, que je n'aime pas récolter. Et cette févrole va apporter de l'azote au sol, puisque c'est une légumineuse. Et puis, comment dire, les racines vont se décomposer, elles vont apporter la matière organique, et toutes les tiges et feuilles de surface vont aussi se décomposer. Donc ça, c'est fondamental. Ouais. Donc, quand on apporte de la matière organique, donc ça favorise la biologie du sol, mais en même temps, ça joue le rôle d'éponge. La quantité d'eau qui est retenue dans un sol est proportionnelle, en gros, à sa teneur en matière organique. Le fait de ne pas travailler le sol aussi fait qu'on a un sol où l'eau s'infiltre. Donc l'eau s'infiltre et se stocke avec la matière organique. Quand on a un sol qui n'est pas travaillé, il y a une espèce qui est travaillée de croûte de surface. Donc l'eau ne s'infiltre pas, elle ruisselle, elle part à la rivière. Et puis l'eau est moins facilement restituée aux plantes. Donc l'agroécologie, bio ou pas, c'est pas ça le problème, c'est d'incorporer massivement de la matière organique. Et il faut savoir que quand on laboure, eh bien, ça réduit la matière organique puisqu'elle se décompose au contact de l'air. Donc le non-labour, c'est fondamental. Là, une chose dont on ne parle pas pour l'eau, c'est
à quoi sert l'eau d'irrigation? J'ai plus les chiffres en tête, mais l'eau sert essentiellement quand même au maïs. Et le maïs, c'est pas pour nous. Le maïs, c'est pour les vaches, le maïs en silage, ou le maïs grain, c'est pour le cochon et les poules. Or, en résumé, on consomme 2 fois trop de viande. Donc le simple fait de réduire la consommation de viande, ça réduit d'une part le besoin en eau d'irrigation, puisque le maïs, c'est la principale culture irriguée, mais ça réduit le besoin en eau pour nourrir. Je vais expliquer, parce que l'eau d'irrigation, c'est ce qu'on appelle l'eau bleue. Mais il y a l'eau qui tombe du ciel, donc il faut la stocker dans le sol, c'est ce qu'on appelle l'eau verte, et donc il faut ne pas labourer, tout ce que j'ai raconté, avoir le sol éponge, riche en matière organique. Eh bien, ce sol, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je reviens à la comparaison des protéines animales aux protéines végétales, la quantité d'eau pour produire des protéines animales, c'est 2 à 3 fois plus que la quantité d'eau pour produire la même quantité de protéines végétales. Donc réduire sa consommation de viande, je n'ai pas dit supprimer, ça permet aussi de réduire les besoins en eau pour se nourrir. Donc en résumé, par rapport au problème de l'eau, c'est déjà la conserver. Et donc pour la conserver, il faut qu'elle s'infiltre. Et donc il y a des façons de produire qui sont plus favorables. Et la matière organique permet cela et de la restituer aux cultures. Et puis aussi, il faut consommer moins de protéines animales. Ça peut paraître bizarre, c'est deux choses très différentes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cultures qu'on doit absolument arroser, c'est les fruits et légumes. Et les fruits et légumes, on en consomme en gros 2 fois moins ce qu'il faudrait pour notre santé et on en importe la moitié. Donc on pourrait en cultiver 3 fois plus en France. Et là, il faudrait que les usages de l'eau, notamment pour l'irrigation, soient orientés vers ces productions stratégiques pour notre santé, quoi. Mais pour le maïs, franchement, le maïs, c'est pour les produits animaux que nous consommons trop. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut le dire, quoi. Quand on fait de l'agroécologie aussi, il y a et puis ces fameuses cultures, entre deux cultures, les cultures intermédiaires. Donc je reviens à Toulouse. Après le blé récolté en juin, on sème le tournesol donc 6 mois plus tard. Mais ce qu'il faut faire, c'est semer une culture juste après le blé qui ne sera pas récolté. Et des fois, donc, on a une période de sécheresse. Et donc là, s'il y a des équipements d'irrigation, d'avoir une petite irrigation d'appoint juste pour la germination, ça pourrait être intéressant. Donc il faudrait voir complètement, il faut encore une fois raisonner de manière holistique. Il y a les moyens de consommer moins d'eau par notre alimentation et l'agriculture, et il y a les moyens d'en stocker plus, sans forcément avoir des barrages, on pourra en discuter dans un autre sujet, des bassines, mais en gérant différemment le sol. Ah, mais comme tu le disais tout à l'heure, ça ne rapporte pas à l'industrie. Et du coup, c'est pas Ah vers non, quelque chose non. vers lequel on va. Au niveau de l'élevage et le lien du sol, on peut maintenant Alors partir le lien là-dessus. au sol, c'est un terme un peu, c'est de dire que, en gros, il faudrait que les élevages soient autonomes dans leur alimentation. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien, vous savez que ce qu'on appelle, enfin, en gros, les animaux ont besoin d'énergie. Bon, généralement, l'énergie est produite dans les exploitations. Je parle pour les vaches, donc par l'herbe, par le maïs, mais elles ont besoin aussi beaucoup de protéines. Et elles sont importées. Et là, le système soja fait que je crois qu'on importe, on met 20 millions de tonnes d'engrais azotés. Il y a 20 millions de tonnes d'azote à l'échelle européenne et il y en a 4 millions qui viennent du Brésil et l'Argentine sous forme de tourteaux, quoi. Donc on a un système complètement aberrant, quoi. Faut me recaler pour la question là parce que je suis parti. Par rapport à l'élevage et le lien À au sol. l'élevage, oui. Donc le lien au sol, déjà, c'est de faire en sorte d'être autonome en protéines, de façon, parce que quand on fait venir beaucoup d'azote d'extérieur, comme le soja, cet azote, les vaches le rejettent comme les poulets dans les déjections, et ça crée un surcroît de déjection. Donc c'est ça qui pollue énormément. Il y a l'ammoniac ça part de partout, quoi. Et donc avoir des exploitations qui soient autonomes en protéines, ça suppose de nourrir les animaux, les vaches à l'herbe, de faire en sorte qu'il y ait les légumineuses dans les prairies et éventuellement quelques légumineuses à graines, quoi.
Pour les monogastriques, ça suppose qu'on ne peut pas avoir des élevages démesurés sur une toute petite surface. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on fait venir le soja du bout du monde. Et ça veut dire qu'on a trop de déjections, donc de lisier, de fumier, par rapport aux surfaces sur lesquelles on peut étendre. Et puis, ça, c'est à l'échelle de l'exploitation agricole. Et à l'échelle d'un territoire, si l'élevage est trop dense, comme la Bretagne, alors comme dans l'élevage, de toute façon, en agriculture, ça ne peut pas être parfait. Il y a toujours des fuites d'azote. Même dans l'agriculture vertueuse, il y a toujours un petit peu de fuite d'azote, soit dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Donc, c'est pour ça qu'il faut des systèmes qui soient, que j'appelle autonomes. Et en plus, comme il y a toujours des fuites, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande concentration géographique de l'élevage. Or, lors de 80%, je crois, des élevages de volailles et de poulets se trouvent en Bretagne. Donc, c'est des élevages qui sont déjà pas forcément où le lien au sol n'est pas établi parce qu'ils dépendent de l'azote importé. Et en plus, comme ils sont concentrés géographiquement, il y a un effet de masse de toutes ces fuites, d'où les marées vertes. Et là, les bonnes pratiques, parce qu'il y en a, ne sont pas suffisantes pour réduire les impacts. C'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Toutes les technologies, ok, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que pour les productions végétales, il faut aller vers l'agroécologie et la biodiversité. Et pour les productions animales, bien sûr qu'il y a des systèmes moins polluants les uns que les autres, mais en plus, il ne peut pas y avoir de concentration géographique trop importante. On est obligé de déconcentrer, sinon on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à tenir les propres objectifs que se fixent les politiques publiques. Et par rapport aux éleveurs, vu qu'il faut réduire la viande, donc ça veut dire que réduire les élevages ou faire des élevages un peu plus vertueux, donc avoir peut-être moins mais de meilleure qualité. Est-ce que eux, c'est pareil, ils vont avoir des difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins? Est-ce que du coup, c'est un métier qui va avoir tendance un peu à disparaître? Alors, je fais un préalable à ça, parce qu'actuellement, la consommation de viande, pardon, la production de viande bovine baisse un petit peu, mais la consommation française ne baisse pas. Donc on dit qu'il faut consommer moins de viande, notamment viande rouge, de bœuf, mais les consommateurs ne suivent pas. Ils en consomment autant. Donc le paradoxe, c'est que sans qu'il y ait de politique volontariste pour baisser la production de viande bovine, elle baisse pour des raisons d'économie, âge des exploitations, complexité du travail, mais la consommation ne baisse pas. Le consommateur est le principal responsable du problème. Donc on importe de plus en plus de viande. Après, vous savez, l'an dernier, il est paru un rapport de la Cour des comptes qui a fait scandale dans l'agricole, parce qu'il signalait que si on voulait respecter les politiques climatiques, il fallait baisser l'élevage. Et ça, le monde agricole a du mal à le comprendre. Mais ce qu'il disait aussi, c'est qu'il faut accompagner, parce que les éleveurs ne sont pas responsables de ce qui se passe. C'est l'ensemble de la politique commune, c'est le comportement des consommateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation de viande en France a doublé entre les années 60 et maintenant. Donc quand j'ai divisé par 2, c'est revenir à peu près à ces formes de consommation. Et donc l'enjeu, c'est d'accompagner les agriculteurs, les éleveurs, qui ne sont pas responsables de ça, vers les formes d'élevage vertueux. Donc si je prends l'élevage de ruminants, les vaches, c'est l'élevage à l'herbe. Mais je citais l'anecdote tout à l'heure, les laiteries n'ont pas intérêt à avoir un élevage à l'herbe. Parce que ça va avoir des pics de production et ça les embête. Donc les politiques publiques devraient pourtant soutenir ces orientations parce que ce sont elles qui sont vertueuses pour la planète et pour notre santé. Et par rapport aux éleveurs, est-ce que, alors, je ne connais pas du tout, au niveau de l'élevage, si, une vache est nourrie à l'herbe, par exemple, est-ce qu'elle a le même rendement qu'une vache nourrie au soja ou Non, est-ce que non, 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 non. Alors, une vache nourrie à l'herbe va faire 5 à 6 000 litres de lait par an. Une vache nourrie au maïs soja va faire 10 000 litres de lait. Sauf que, quand on regarde depuis 15 ans, l'Observatoire du Grand Ouest de la France, qui est montré, quand on compare un élevage maïs-soja, le plus fréquent, à un élevage herbagé, bio ou pas, on constate que ces niveaux de production sont très différents. Mais on constate que les éleveurs herbagés, ils gagnent mieux leur vie, bien que produisant moins, parce qu'ils réduisent considérablement leurs charges, les coûts d'achat du soja, l'irrigation du maïs et tout ça. Donc ils gagnent bien mieux leur vie. Et puis, c'est meilleur pour l'environnement. Mais bien que
ça soit confirmé année après année, ces élevages herbagers ne se développent pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Bah, les éleveurs, les laiteries, ça les intéresse pas trop. Mais il y a aussi, c'est un petit peu idéologique, c'est le fait de produire moins, ça va pas dans le sens de l'histoire, quoi. Il y a le mythe, nous devons nourrir le monde, mais en fait, on en produit trop de lait, enfin, ou trop de produits laitiers. Et donc, dans une étude à laquelle j'ai participé de la fabrique écologique, on a montré que en faisant un élevage à l'herbe pour la viande et le lait, on aurait suffisamment de viande et de lait pour nos propres besoins et on pourrait libérer 4 à 6 millions d'hectares sur les 28 millions d'hectares françaises. Il y a 11 millions d'hectares de prairies qu'on conserve. On peut libérer au moins 4 millions d'hectares, ce qui n'est pas rien, pour faire autre chose et avoir du lait à l'herbe. Parce que le but, c'est pas de nourrir le monde, c'est de nous nourrir bien, nous, et de protéger l'environnement. Donc les connaissances sont disponibles, mais on ne veut pas le faire. Ouais, tu dis ne pas nourrir le monde, mais via la problématique ensuite de l'export, il y a sûrement beaucoup d'éleveurs qui vivent, avec, de l'export. Donc Oui, oui, enfin s'ils vivent l'export, plus de cet oui, bien sûr. export, Après, il faut distinguer le lait et la viande, mais pour le lait, quand on exporte le lait, c'est fait beaucoup avec de l'azote importé avec du gaz russe, c'était, et beaucoup de soja importé avec tous les méfaits que ça a. Donc, il ne faut pas regarder que l'export, c'est quel import est nécessaire pour cet export, quoi. Voilà. est-ce que finalement c'est pas une peur que les personnes ont de ne pas réussir, ou alors peut-être de devoir travailler plus? Parce qu'effectivement, faire, de la vache herbagée, et ben, il faut la faire sortir, est-ce que ça demande du coup Oui, beaucoup alors plus là, de travail? il y a beaucoup de points de vue très controversés là-dessus, parce que ça dépend beaucoup du cas par cas. Il y a des éleveurs qui font du pâturage comme ça, et qui disent qu'ils ont beaucoup moins de soucis. Voilà, ils ont plus de surveillance, moins de soucis. Voilà, mais je ne veux pas généraliser. Si on fait du maraîchage, ça sera peut-être plus compliqué, on a plus de culture. Donc on ne peut pas généraliser parce qu'on peut démontrer tout et son contraire dans ce domaine. Il faut vraiment étudier au cas par cas. Et je n'ai pas la connaissance suffisante là pour le préciser. Ouais, bah, je ferai d'ailleurs un épisode là-dessus. On a déjà un épisode avec, le jardin d'Aliwen, de Marion Dénéchaud qui elle, est passée en agriculture biologique, et donc c'est l'épisode 7, très intéressant de comment elle fait, pourquoi c'est pas forcément plus compliqué, pourquoi c'est plus avantageux pour elle, elle nous parle de tout ça dans cet épisode. Hem, la problématique des lobbies, donc forcément, eux, ils cherchent à faire de l'argent, donc ils vont promouvoir la viande, le lait et cetera. Comment aujourd'hui un consommateur peut faire pour, je vais pas dire éviter d'avoir toutes ces fausses informations, mais comment on fait pour avoir les bonnes informations et aller vers, ce qu'il faudrait faire? Ben, si je résume l'alimentation saine et durable, je simplifie encore par rapport à ce que j'ai dit. Saine, c'est consommer moins d'aliments ultra transformés. Et ça, on l'a vu avec Anthony Fardet, bah, qu'on ferait baisser de moitié, c'est-à-dire passer de 35% des calories à moitié. Et actuellement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de signe reconnaissable par le consommateur, sauf à utiliser une application type Yuka, dans laquelle il y a ce qu'on appelle le score Nova. Bon, je ne détaille pas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose importante, si on veut que ça soit sain et durable, c'est de réduire la consommation de viande. Je n'ai pas dit supprimer, hein, j'ai donné un ordre de grandeur, hein. Il y a un consensus autour de 500 grammes par semaine au lieu de presque les 1000. Bah là, c'est assez simple, hein, enfin, de faire ses choix, quoi, je veux dire. Ouais, ouais. Non, non, mais je comprends Et totalement. après, Après, c'est pour une personne aujourd'hui, les personnes, elles ont plus le temps. Elles ont plus le temps de oui, regarder, ne serait-ce que de tourner le paquet et de regarder oui, les oui, mais ça, ingrédients. c'est en partie vrai, mais c'est en même temps un choix, quoi. C'est accorder du temps à autre chose. Parce que prendre le temps, là, c'est un investissement, mais on a une récompense. Ça fait sens, on comprend ce qui se passe et on le maîtrise, quoi. Et puis c'est sa santé, on Et mange puis, quand et même, puis au moins 3 fois c'est pas par jour. forcément. Moi, j'ai jamais fait trop la cuisine, mais j'ai pris des cours de cuisine avec les légumineuses, mais c'est pas forcément compliqué, hein. Simplement, faut s'y prendre souvent, c'est s'organiser, planifier, prendre un petit peu de temps à l'avance. Il y a pas de secret, C'est il y tout. a pas de hack, Ouais. c'est prendre le temps. Oui, voilà, mais ça peut être un plaisir. Moi qui n'ai jamais cuisiné, ça le devient maintenant, quoi. Voilà. Est-ce que l'éducation, et du coup cette sensibilisation, elle joue un rôle extrêmement important? Est-ce que, l'État devrait, ou
c'est encore en pourparlers, mais on devrait avoir des cours à l'école, par exemple, ou comment on fait pour se sensibiliser ou sensibiliser les plus jeunes? Ah ben, alors moi, très modestement, depuis 5 ans, je vais dans une classe de CM2, mais plus intéressant, là, le rectorat de PACA, de la région PACA, a pris l'initiative de faire des webinaires d'1 heure sur 4 thèmes, dont le thème agriculture, alimentation, santé, pour 3 niveaux, les CM1, CM2, 4e, 3e et première terminale. Et c'est moi qui assure ce webinaire quoi, pour la 2e année. Quoi. Donc là, on touche plusieurs centaines de classes, donc c'est des milliers d'élèves. C'est modeste, mais il y a, là, ce n'est pas une initiative de l'État, c'est une initiative d'un rectorat, quoi, ouvert France entière. Donc ça commence à bouger. Mais effectivement, il y a beaucoup de. Enfin, je pense qu'il y a une appétence des jeunes pour connaître. Et en même temps, après, il faut trouver des moyens de diffuser massivement. Mais en même temps, j'ai lu quelque chose qui ne m'a pas fait plaisir l'autre jour, c'était sur LinkedIn, en disant que l'État voulait contrôler, j'espère que vous ferez le vérifier, les manuels scolaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discours contraire à la consommation de viande, un truc comme ça. Enfin, c'est grave, ça. Enfin, non, la viande, je veux dire, les gens qui veulent être véganes ou végétariens, il n'y a pas de problème, il faut prendre des précautions. Donc, il ne s'agit pas de l'imposer. Par contre, de sensibiliser au fait qu'il faut en consommer beaucoup moins, c'est basé sur des faits scientifiques. C'est pas une croyance, ça. Je comprends. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire? Ta Ouais, collation, ton snack ouais, favori, ça peut aussi être un plat. ouais. Ben, en fait, j'en ai pas trop, à vrai dire, hein. Sauf un carré de chocolat de temps en temps. Voilà, mais en même temps, donc j'apprécie énormément le chocolat. Mais en même temps, bah, ce qu'on sait, que c'est pas clean non plus le chocolat, parce qu'il y a beaucoup de déforestation derrière. Et en fait, justement, ce qu'on appelle un petit peu les stimulants, c'est-à-dire le café, le chocolat, le thé, ben, ça compte pour une part importante de nos importations. Je crois que c'est plus d'1 million d'hectares qu'on importe comme ça. Quoi. Et ben, il faut voir. Donc, c'est à consommer avec parcimonie, mais les Français, je crois qu'on est les champions du monde pour le chocolat, donc il faut y aller. Même pour le café, maintenant, il y a des substituts aussi. On commence à trouver à partir de graines de lupin, je crois, on peut faire des substituts de café. Donc, parce que le lupin, on peut le cultiver en France. Mm, tout à fait. Donc, c'est justement café, thé et chocolat. Et, ce qu'il faut aussi, c'est les consommer modérément, sinon on n'est pas très cohérent si on souhaite un système alimentaire sain et durable et équitable. Quoi. Voilà. Alors, j'aimerais un peu, donc là, tu as donné un peu, comme quoi il faut pas trop manger de chocolat parce qu'effectivement la durabilité et du coup, quelle place pour le plaisir à côté de la durabilité? Parce que l'alimentation, ça reste quand même un plaisir. Est-ce qu'il y a quand même de la place pour le plaisir dans cette Ah, alimentation? oui, mais le plaisir, il y a 2 niveaux. Il y a le plaisir gustatif et le plaisir de savoir et de connaître. Ce que j'ai, ce qui fait sens, quoi. Alors le plaisir gustatif, voilà, je ne suis pas très cuisinier, mais je pense qu'aussi qu'il y a, en tout cas des choses que je connais très peu, peut-être pas assez avec la population française, peut-être, je m'aventure, mais c'est tout ce qui est épices. Parce que par exemple, tout ce qui est les légumineuses, bon, quand on a vu le pois, le haricot, le pois chiche, le haricot, la lentille, bon, les blondes, les brunes et tout ça, mais c'est quand même limité, quoi. Et je pense qu'on peut faire une diversité de plats et que ce soit extrêmement goûteux en apprenant à cuisiner, justement. Et en plus, ce qui semble, c'est que ces épices soient extrêmement vertueux pour la santé. Je commence à étudier ça un petit peu. Donc j'ai parlé de choses un petit peu basiques, mais c'est plus subtil que ça. En termes d'antioxydants, il y a des choses à voir aussi. Quoi. Et donc là, on peut allier le plaisir gustatif et le plaisir du sens, quoi, de savoir ce qu'on fait et apprendre. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et surtout au niveau des épices et même, du coup, le mélange avec, les Mm, légumineuses. Parce que c'est mm, vrai que quand on parle de légumineuses, on pourrait se dire: «Oh mais c'est un peu chiant, c'est pas très bon et tout». Mais en fait mm, non, le goût, il va venir là avec les mm, épices, les mm, assaisonnements, mm, les associations avec mm, mm. les différents légumes et cetera et je pense que ça pourrait être effectivement un Mais super là, épisode à faire. c'est pas notre culture en France, quoi. Et là, il y a à apprendre considérablement. On n'est pas obligé de rester figé sur le bœuf bourguignon ou le steak frites, quoi. Ouais.
Eh ben, je vais me le noter, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Je vais essayer de trouver une personne spécialisée là-dedans pour essayer d'apporter un maximum de goût, de saveur et de plaisir à cuisiner les légumineuses. Mm. Michel, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un épisode super intéressant. Si on veut un petit peu plus de toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, j'ai un site internet qui s'appelle Agriculture Positive. Et puis, je suis sur LinkedIn. Donc, même si je suis retraité, je continue à travailler. Je fais des conférences, un peu comme aujourd'hui, des webinaires. Et puis, j'écris beaucoup de papiers en français, quoi. J'ai jamais tant publié que depuis que je suis retraité sur tous ces sujets. Parce que l'INRAE, c'est un peu organisé comme les politiques, c'est en silo. Il y a l'agriculture, l'alimentation, la santé. Et ce que j'essaie, c'est de faire du lien entre santé du sol, santé des plantes, la nôtre, la planète. Et ça, c'est complexe, donc ça demande des investigations assez poussées. Donc, j'ai écrit pas mal de choses sur ces sujets, sur ce que j'ai raconté aujourd'hui, quoi. Eh ben, super. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes si elles ont envie d'en savoir un petit peu plus. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis je te souhaite une bonne journée. Ben, merci aussi à toi, c'était passionnant cet échange. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.